lovely televiewers, this is a recap of major headlines of the year 2024 as covered by Global LTV. Africa made a huge step in the space race as Senegal launched its first ever satellite, GaindeSat-1A. In other news, the Sahel state officially cut ties with France and the USA. Was this a wise decision? Global LTV's newsroom presented us with a detailed analysis of this and much more. Let's watch. Initié en 2019, le tout premier satellite spatial sénégalais nommé GaindeSat-1A a été mis en orbite le 16 août 2024, a annoncé Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal. Ce satellite, sous la forme d'un petit cube de 10 cm et pesant environ 1 kg, a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie, le fruit de l'expertise africaine. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a été envoyé à Montpellier pour une formation sur la fabrication de satellites. Donc, une fois un an de formation fini, nous avons commencé la fabrication du satellite. Donc, ça a duré 1 an et demi. Le chef de l'État sénégalais a exprimé sa fierté sur le réseau social X quant à l'opérationnalisation de ce satellite. D'autres encore ont apprécié l'initiative de création de cet engin. Nous venons de lancer notre premier satellite. Quand on est dans une mise en perspective, on se rend compte que nous sommes le 2e pays d'Afrique francophone au sud du Sahara, après Djibouti, à l'avoir réussi. Cela veut dire que le Sénégal s'inscrit maintenant dans la catégorie des pays qui sont dans l'espace. Et cela signifie beaucoup de choses. Dans la même logique, certains ont rendu hommage à la grande mobilisation des dirigeants et du peuple. C'est un succès. J'en profite pour rendre hommage au président Diomaye Faye qui nous a donné les moyens de continuer cette aventure, au président Ousmane Sonko qui a donné les orientations et à tous ceux qui aussi, avant 5 ou 6 ans derrière, ont travaillé pour que le Sénégal puisse en arriver à ces résultats. Fruit de 5 années de dur labeur, le satellite GaindeSat-1A a été conçu et fabriqué grâce à un partenariat avec le Centre universitaire français de Montpellier. Ce programme satellite vise à développer les compétences des ingénieurs africains dans la technologie spatiale. L'avènement de ce tout premier satellite est pour le Sénégal une avancée technologique, marquant ainsi une étape importante pour le pays en matière d'industrie spatiale. The Sudanese government has yet to confirm its attendance at the Geneva peace talks scheduled to start on Wednesday, August 14, with Sudanese Army leader General Abdel Fattah al-Burhan stating that the military will not join the talks. This decision comes despite the U.S. invitation for both warring sides to engage in ceasefire discussions. According to sources, al-Burhan has made it clear that the military will neither negotiate nor surrender. In contrast, the paramilitary rapid support forces led by General Hemeti have agreed to participate in the talks. U.S. Special Envoy to Sudan Tom Perriello has confirmed that the Geneva talks will move forward as planned on Wednesday, regardless of the Sudanese army's involvement. Perriello emphasized that this will be a launch of the peace process rather than the start of formal ceasefire negotiations. The solution will only come if they bring Sudanese leaders Burhan and Hemeti face to face and create a national dialogue to lay out real plans to end the crisis. They have to patch their differences and realize that any more failures will push Sudan to the brink of collapse. The Sudanese government has raised several conditions for their participation, including assurances regarding the implementation of the Jeddah Agreement signed last year and the desire for their representation to be recognized as the government, not just the military. Meanwhile, the United Nations has warned that Sudan is approaching a catastrophic breaking point. The International Organization for Migration cautions that without immediate and coordinated global action, Sudan could face tens of thousands of preventable deaths in the coming months. L'annonce est tombée le 28 janvier 2024. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, ces 3 pays ont accusé la CEDEAO d'être inféodée à la France.
Ceux-ci, voulant donc rompre tout lien avec l'ex-puissance coloniale, ont créé l'Alliance des États du Sahel qui aujourd'hui est confédérée. Il faut commencer à dire que la CEDEAO était le bras armé de la France. Lorsqu'il y a eu la crise dans ces pays, la France s'est appuyée sur la CEDEAO pour sanctionner, pour affaiblir ces pays. Vous pouvez perdre dans une organisation qui fait tout pour vous anéantir. Donc la sortie de la CEDEAO est logique dans le contexte actuel. Je dois dire qu'ils ne sont pas sortis de la CEDEAO pour rien. La CEDEAO les a combattus. La CEDEAO n'a pas voulu qu'ils aient leur souveraineté. La CEDEAO a voulu les inféoder. La CEDEAO leur apporte quoi? Ils ont eu le temps de faire un bilan. Quand ils sortent de la CEDEAO, ils sont en désaccord avec la CEDEAO. Notons qu'à plusieurs reprises, les actions menées par la France ou même les États-Unis d'Amérique dans ces trois pays en proie au terrorisme n'auront pas suffi à repousser la menace djihadiste. Accusés d'exploiter, de piller et de rechercher l'intérêt personnel au détriment de la sécurité dans ces pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tourné définitivement le dos à ces puissances occidentales. Aujourd'hui, alors que les autorités en place dans les États du Sahel se sont tournées vers la Russie, les résultats sont plutôt probants, comme ils l'affirment eux-mêmes, et le Niger en est un exemple parfait. Ils ont eu le temps de faire le bilan. Et suite à ce bilan, ils ont estimé que rien n'avançait et qu'il était temps de rompre. Ils ont rompu, ils sont maintenant avec la Russie et c'est à eux de juger, c'est pas à nous de juger. C'est à eux de juger si quelque chose a avancé et si l'on s'en tient à ce qu'ils disent, je pense qu'ils sont dans le bon chemin. Et aujourd'hui, ils ont un élément comparatif qui montre à souhait qu'ils ont fait un choix qui était le meilleur. Tout le monde voit les résultats de la présence russe dans les pays du Sahel. Très rapidement, on s'est rendu compte que la France n'était pas venue pour en finir avec le terrorisme dans le Sahel. Elle a installé le terrorisme dans le Sahel, qui plus est, pour profiter de l'affaiblissement sécuritaire de ces pays pour continuer à les piller. En quelques années, on a bien vu que le problème de la sécurité dans ce Sahel se pose en termes d'appui sérieux. Et l'appui russe a montré que la situation s'améliore. La désapprobation des pays du Sahel vis-à-vis des Occidentaux est donc manifeste. Le rabrement de la France et des États-Unis dans leur territoire ont annoncé une nouvelle ère dans ces pays, alors qu'ils sont à présent responsables de l'avenir de leurs différents États, sans aucune mainmise occidentale. Le bilan est donc positif depuis lors, et à cet effet, l'on est en droit de se demander si le Niger, le Mali et le Burkina Faso n'ont pas eu raison de prendre ces mesures vis-à-vis de ces puissances occidentales. Au-delà de leurs raisons, il faut dire que c'est la seule solution viable pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas être indéfiniment un continent dans l'étau dirigé de l'extérieur. C'est l'unique voie du succès du développement de l'Afrique, c'est de se sortir de l'État, de la domination des Occidentaux et d'engager son processus uniquement en tenant compte de ses objectifs et de ses intérêts. Vous savez, depuis la colonisation, nous sommes avec la France, nous sommes avec les États-Unis, nous sommes avec l'Union européenne, et il y a d'autres pays qui étaient au même niveau que nous à cette époque-là, qui ont dû prospérer sans l'apport de la France ni des États-Unis. Je pense que le bilan a été fait depuis les indépendances pour constater qu'on peut garder notre souveraineté et que nous pouvons avoir des partenaires multiformes. Et la Russie fait partie de ces partenaires. Alors que les résultats semblent leur donner raison, il est tentant de se demander si les autres pays africains ne devraient emboîter le pas des pays du Sahel pour se libérer complètement du joug occidental et prendre en main leur avenir. La dynamique de l'Afrique de l'Ouest est en train de changer la mentalité des Africains qui comprennent que ce que l'on dit depuis, que ça l'Occident, l'Afrique n'existera pas, est exactement le contraire. Les pays du Sahel ont pris le devant. Il faut que les autres pays suivent. Ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain, c'est des choses qu'on prépare. La première chose, c'est de se mettre en symbiose avec son peuple. Parce que le peuple, c'est lui qui est souverain.
C'est lui qui transmet la souveraineté aux dirigeants. Donc il faut savoir que c'est le peuple qui doit être en symbiose avec son administration et les choses iront mieux. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont donc la preuve aujourd'hui que seuls les Africains eux-mêmes détiennent les clés de leur liberté et de leur émergence. La lettre ouverte du président gabonais déchu Ali Bongo Ondimba n'est pas allée sans réaction. Dans les rues de Libreville, la capitale, les avis sont mitigés. Il n'était pas rare, alors qu'était réalisé le reportage, de recueillir des points de vue empreints de représailles. Pour cela, le temps n'est pas au pardon. On a l'impression que son pardon, c'est plus dans le sens de vouloir libérer sa famille. Et lui-même, il a dit qu'il faut libérer sa famille. Mais comment libérer des personnes qui, face à la justice, ont commis un certain nombre d'actes? À partir de ce moment, on a l'impression que son pardon est hypocrite. D'autres Gabonais remettent carrément en question la sincérité du pardon que présentait l'ancien président. Son message n'est pas sincère parce que j'ai l'impression que son mot, sinon son pardon, est de manière intéressée. S'il était sincère, il devait commencer déjà à demander à ce qu'on libère aussi des gens que lui-même il a mis en prison. Mais dans la foulée, on pouvait trouver ceux qui plaident en faveur de la miséricorde. C'est déjà quelque chose de bien d'avoir demandé le pardon au peuple gabonais qu'il a dirigé pendant 14 ans. C'est un humain. L'œuvre humaine n'est parfaite. De vous dire que si nous répondons avec le cœur, ça risque d'être compliqué. Or, notre obédience chrétienne voudrait que nous pardonnions. Le Gabon, nous sommes unis et j'aimerais qu'on le pardonne et que nous repartons sur une nouvelle base. Autre réaction, c'est celle de la défense du camp Bongo par la voix de Maître Jixel Iwi, avocat de la famille, qui s'insurge contre la détention de l'épouse et du fils de Ali Bongo. Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville. Qu'on les libère. La lettre de M. Ali Bongo Ondimba, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est claire. Il dit qu'il est le seul responsable. Et il voudrait que sa famille le retrouve chez lui en résidence surveillée, comme on dit. Pourquoi garder mes clients en otage? Reste à voir quel sera l'impact de cette lettre au sein des autorités de la transition. 66 980 objets d'art appartenant aux pays africains sont stockés en France, dont 1650 pour le Niger. Un gros manque à gagner pour les musées du continent. Mais comment en est-on arrivé là? Aladou Maman est directeur général du Musée national Boubouama de Niamey. Des objets dont l'origine remonte de 1888 à ce jour. Des objets, d'abord, il faut savoir la condition ou les conditions par lesquelles ils se trouvent là-bas aujourd'hui. Vous savez, dans le contexte africain, je le disais toujours, il y a des objets qui ont quitté parce qu'ils ont été achetés, il y a des objets qui ont quitté parce qu'ils ont été vendus, il y a des objets qui ont quitté parce qu'ils ont été donnés, n'est-ce pas? Il y a des objets aussi qui ont quitté, et comme c'est la période coloniale, les gens, on prend et puis on amène. Depuis l'avènement du terrorisme au Niger exacerbé par la pandémie de Covid-19 en 2020 et l'embargo de la CEDEAO, le tourisme a pris un gros coup au pays. Toutefois, la situation est sous contrôle. Déjà en 2023, il y a 175 000 visiteurs qui sont rentrés. Cette année qui n'est pas terminée, il y a 127 000 qui sont rentrés. Donc, j'ai dit, et c'est pour démontrer que l'institution muséale du Niger n'est pas une institution qui a été conçue uniquement pour les étrangers, mais les publics, en tout cas national, y participent. Ce qui fait qu'au niveau des artisans, au plan, si tu voulais, national, il y a eu des événements que le ministère de la Culture a organisés. C'est le PICNI, qui est au niveau de l'APEC, l'agence de promotion des styles culturels. Vous avez également les festivals de l'AIR. Vous avez ici, au niveau du musée national, beaucoup, en tout cas, de rencontres. Et même dans le cadre de la coopération, à travers le PLAS, le Niger qui a participé, comment dirais-je, à une semaine culture au Burkina. Il y a eu le retour maintenant au Niger pendant la CML, Al-Ada, vous étiez au Palais de... Donc tout ça, là, c'est pour montrer des voies qui vous doivent compenser, si vous voulez, ces vides-là. La restitution des objets d'art des pays africains stockés en France devrait préoccuper davantage nos dirigeants et accentuer les revendications
jusqu'à satisfaction. A view of 2024 through the eyes of Global LTV. The entire newsroom extends gratitude to you, televiewers, for being with us, promising even better days in 2025. Happy New Year.